Et dans cet épisode, je reçois Fabio, un entrepreneur qui a créé un groupe leader dans le monde de l'aménagement extérieur. D'un parcours inspirant où il a quitté sa famille à l'âge de 15 ans jusqu'au recrutement cette année de son 50e collaborateur, il nous partage tout dans l'épisode. On se retrouve à la fin de l'interview. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Fabio. Merci Fabio d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Merci à toi Maxime pour l'invitation. Écoute, je m'appelle Fabio Coupas, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur. J'ai créé le groupe Coupas qui inclut Comingaya, une application digitale qui nous permet de mettre en relation les jardiniers, paysagistes avec des particuliers partout en France. Et Coupas Jardin, une entreprise dans l'aménagement paysager où on est capable avec mon équipe de créer le jardin de vos rêves. Et moi j'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 15 ans officieusement, je dirais, et à l'âge de 18 ans officiellement, avant même d'obtenir mon bac pro. Et c'est à ce moment-là que l'aventure entrepreneuriale a démarré. Génial, bah écoute, on va y revenir dans la deuxième partie du podcast. Si on revient quelques années en arrière, dans ton enfance, dans ton adolescence, est-ce que tu peux nous dire qui était Fabio à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Alors moi, dans mon enfance, c'était compliqué. J'ai subi pas mal de difficultés. En réalité, depuis mes 11 ans, je dirais, je me suis toujours levé le matin avec une boule au ventre et je me disais, mais est-ce qu'un jour je vais trouver ce dans quoi je suis bon? Est-ce qu'un jour je vais trouver ma passion? Est-ce qu'un jour je vais trouver enfin le truc qui peut m'épanouir? Je me posais toujours cette question. J'essayais toujours de rester positif quand même. Et c'est pour ça que, à l'âge de 15 ans, je suis parti de chez mes parents. J'ai pris la décision de partir parce que j'en avais besoin. En fait, j'étais en train de devenir la personne que je voulais pas être, en gros. Clairement. Et je me suis dit, bon, il faut que je vive un électrochoc, un choc émotionnel qui me permettra de changer. Et c'est ce que je suis parvenu à faire en subissant énormément de difficultés pendant ces 3 années, de 15 à 18 ans, où en fait j'ai un peu sombré, j'ai été borderline, ça a été compliqué, je suis tombé dans de mauvais côtés de la vie, avec de mauvaises fréquentations, mais j'ai réussi à en sortir, et maintenant je suis fier parce que toutes ces difficultés-là, c'est ce qui me permet d'être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir une force mentale pour continuer à affronter les difficultés du quotidien en tant qu'entrepreneur. Et je me dis que ce que je vis maintenant aujourd'hui, c'est facile par rapport à ce que je vivais avant. Donc, c'est une chance en réalité. Ouais. Ah, génial, on va y revenir juste après, mais c'est quoi ce déclic-là que tu as à 15 ans, cette maturité qui te fait dire il faut absolument que je parte de chez mes parents? Bah, c'est de la souffrance en vrai, hein. C'est tout simplement le fait que je souffrais beaucoup de par moi-même, c'est-à-dire que j'étais très dur avec moi-même, j'avais l'impression de rien mériter, c'est-à-dire que juste habiter dans une maison où on a tout ce qu'il faut, ou truc, déjà j'avais l'impression de pas mériter ça, je voulais partir, vraiment m'auto-infliger une souffrance pour avoir un déclic parce que j'étais violent, moi en fait, j'étais très nerveux, je cassais tout chez moi, enfin, c'était vraiment de par des choses du passé qui m'ont créé justement cette violence. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de partir. Je me suis dit, bon, là, je suis vraiment en train de devenir une mauvaise personne. Ça ne me plaît pas du tout ce que je suis en train de devenir. Il faut que je change, donc je pars. Donc là, j'ai pas laissé le choix à mes parents. Ils voulaient pas, bien sûr. Ils ont appelé la police, un truc. Ça a été toute une histoire de fou. Et je leur ai pas laissé le choix. De toute façon, il faut que je parte parce que voilà, il faut que je parte. Il faut que je change. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis lancé pas dans l'entrepreneuriat, dans l'apprentissage en tant qu'apprenti paysagiste. C'est la conseillère d'orientation qui m'a poussé vers ce métier au départ. T'avais aucune appétence pour ça? Non, au début, pas du tout. Moi, ça me plaisait pas du tout. Déjà, je suis pas du tout un manuel, moi, à la base. Ça me plaît pas. En fait, je ne savais pas où est-ce que j'étais bon. La seule chose où j'étais bon, c'était le sport. J'étais un grand sportif. J'adorais ça. J'étais très bon, d'ailleurs. Je me rappelle même une petite histoire. À l'âge de 15 ans, je faisais une course à pied où justement, il fallait avoir 20 ans pour y participer. Donc, payer un ticket d'entrée pour s'inscrire, etc., etc. Et je m'étais faufilé dans la course. Et je l'avais gagné, en fait, dans la catégorie des 20-25 ans, je crois. J'avais remporté la course, j'ai même monté sur le podium, on m'avait offert une coupe et tout, enfin, alors que j'avais 15 ans, que j'étais même pas inscrit, enfin, bref. Donc j'étais à fond dans le sport, mais par contre, au niveau professionnel, de ce que j'allais faire de ma vie, j'en avais aucune idée, c'était le néant complet. Mais j'ai été poussé dans ce métier parce qu'il est facile d'accès, parce que aussi je pouvais gagner de l'argent, moi, en étant apprenti.
Et c'est pour ça qu'avec ma première paye, le premier mois, j'ai acheté cette caravane, que j'ai payé 500 euros. La fameuse caravane, on m'en parle toujours là depuis Qui veut être mon associé, vu que j'en ai parlé dans l'émission, où j'ai vécu pendant 1 an et demi à l'intérieur. Et j'ai découvert la solitude, la vraie solitude, la différence aussi, c'est-à-dire que les gens se disaient, mais en fait, pourquoi il est parti vivre là-bas? En fait, il est bizarre, il est fou, c'est étrange, truc. Donc j'ai T'as coupé les cours, enfin t'as coupé toutes les relations que t'avais avec tout ton entourage, tes amis, etc. Ou t'as gardé quand même quelques relations, même avec tes parents pendant cette période-là? Non, j'ai gardé une relation, mais très éloignée. Moi, j'ai toujours été loin de ma famille, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que j'allais plus au repas de famille. Les anniversaires, j'y allais, mais vraiment passé par respect. Noël, pareil, c'était juste par respect, mais je supportais pas ça. Moi, j'aime pas ça. Donc, je suis un peu le gars, c'est cliché, il y en a plein qui disent ça, mais je suis un peu le gars qui est pas là dans les soirées, pas là quand ça va bien. Par contre, quand ça va mal et quand il y a des soucis, je suis là, quoi. Euh, mais ouais, donc c'était très éloigné j'étais très éloigné de ma famille. T'envisageais de faire quoi comme métier quand t'es parti, avant même de rencontrer cette conseillère d'orientation, tu rêvais de faire quoi comme métier à 14-15 ans? Très bonne question, je m'en souviens plus. Alors moi, j'ai un gros problème, c'est que vu que je suis tombé dans la drogue, tout ça, j'ai perdu ma mémoire. Je me rappelle plus de quand j'étais jeune, de ce que je me disais, tout ça. Je me rappelle pas de tout en tout cas, mais je pense que c'était le sport et tous les métiers qui tournent autour du style agent secret, armée, tous ces trucs-là où il y a de l'adrénaline, où c'est extrême, où il y a des risques. C'est ça qui me plaisait énormément. D'ailleurs, ça me plaît toujours ce genre de choses. Mais Tu faisais quoi comme sport? je faisais de la boxe, course à pied, muscu. Principalement, après, j'ai touché à tout type de sport. J'ai fait du tennis, du hand, enfin, j'ai tout fait. OK. Mais là où je me suis vraiment focus quand j'étais jeune, c'était la boxe, la course à pied et la muscu. OK, génial. Tu avais un rapport qui était comment avec l'argent? C'est-à-dire que, souvent quand on est entrepreneur, il évolue énormément son rapport avec l'argent et ce qui est intéressant dans la réponse, c'est de savoir comment il était à ce moment-là. À 15 ans, tu as 0 enfin, tu plus de sous du tout, tu pas de sous même, et tu as tout à créer et aujourd'hui, bah, maintenant tu as une santé financière qui est quand même un peu plus importante. C'était quoi ton rapport avec l'argent à ce moment-là, à 15 ans? Ben, je manquais d'argent, justement. Je voyais, moi, en plus de ça, j'habitais dans un village, Mossane-les-Alpilles, où il y a que des riches. C'est-à-dire que moi, j'étais la personne pauvre du village. C'est-à-dire, j'avais de quoi me nourrir, j'avais quand même un minimum d'argent, mais par rapport à toutes les personnes qui étaient autour de moi, j'étais vraiment le pauvre. Donc, quand mes amis, eux, s'achetaient des crosses ou s'achetaient je ne sais quoi, moi, je pouvais pas en acheter. Donc, forcément, je me disais que l'argent était super important. Pour moi, j'ai toujours pensé que l'argent était primordial, quoi. C'est essentiel pour se sentir bien, pour vivre, pour être épanoui, pour être heureux. Enfin, Tu as donc, toujours voulu en dès le gagner? départ, j'ai toujours voulu en gagner, ouais, bien sûr. OK. D'ailleurs, moi, on m'appelait le faiseur d'argent quand j'étais jeune. Parce que j'avais toujours moyen de trouver de l'argent. Je me démerdais toujours. J'étais celui qui en avait le moins, mais s'il fallait en trouver, je me T'as débrouillais. 2-3 anecdotes de comment tu arrivais à gagner de l'argent quand tu étais jeune, de manière, le plus, enfin «légale» entre guillemets? Ouais. Il y a eu des manières un peu illégales, Ouais. mais là où j'y arrivais, c'est par exemple en réparant des tronçonneuses, des outils de jardin. Parce qu'en fait, moi, au départ, quand je me suis lancé, bon, ça c'était à 18 ans, mais même avant, on me prêtait des outils pour que j'aille faire du black, travailler le week-end chez des clients, leur nettoyer le jardin, leur débroussailler, enfin tondre, tout ça. On me prêtait des outils. Et j'avais certaines personnes, je connaissais des gens qui justement revendaient des outils sur le bon coin, et je leur rachetais, je les réparais, je les remettais à neuf, et je les revendais, donc souvent ça. Même je me souviens au lycée, j'avais un petit téléphone, et j'allais au lycée, bon j'y allais très peu souvent, j'allais 2-3 jours par semaine, parce que c'était du n'importe quoi à cette époque, mais... Et je me souviens que j'avais des appels, je sortais des classes, je répondais, je vendais mes outils, même au lycée, quoi, pendant mes cours. Donc je gagnais de l'argent un petit peu comme ça, et d'autres manières, mais bon, un peu moins saines, Ouais. je dirais. Est-ce que tu penses que si tu avais pas vécu cette période-là, dans ton enfance, la période de 15 à 18 ans qui était très, très compliquée, est-ce que tu en serais arrivé là aujourd'hui? On va y parler on va en parler juste après, mais avec, plus de 50 collaborateurs, avec, un groupe florissant de plusieurs entreprises et cetera. Est-ce que tu aurais eu cette réussite-là? Même si je pense que on va en parler après, mais tu es au début de toute ton aventure. Si tu avais pas vécu cette période très difficile, très compliquée? Non, je pense pas. Je sais pas du tout où je serais, j'en ai aucune idée, c'est une très bonne question, j'y ai jamais réfléchi, mais je pense que par contre, oui, là ce dont je suis sûr, c'est que toutes ces difficultés-là m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, et je le vois quand il y a difficulté, quand il y a des choses qui sont stressantes, qui mettent la pression. Moi, j'en ai pas en fait, parce que en réalité, moi j'ai fait des choses qui demandaient du vrai courage, mais quand je dis du vrai courage, c'est vraiment du courage. J'affrontais mes peurs tous les jours, donc en réalité,
l'entrepreneuriat, ça en devient facile. Moi, la seule chose où c'est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est pas la pression, c'est pas le stress, c'est surtout d'avoir un maximum de connaissances, d'être bon sur tous les sujets, d'être précis, structuré. C'est là où j'ai un peu plus de mal parce que je suis pas allé à l'école, donc forcément, moi, tout était déstructuré, enfin, j'allais un peu partout. Quand j'ai démarré au début, c'était vraiment juste je fonce, quoi. On verra bien où je vais. J'avais pas de connaissances, tout ça, donc la difficulté, elle est là. Mais sinon, oui, mon parcours m'a permis de pouvoir, enfin, d'être capable d'emmagasiner énormément de stress et de pression et de difficultés. Ok. Comment t'as trouvé la force de courage pour rebondir de ces difficultés-là que t'avais entre 15 et 18 ans et arriver à créer un groupe, avoir la vision? Parce que quand on est dans sa caravane, en gagnant, tu gagnais combien quand t'étais apprenti? 1000 euros par mois? Même pas, je crois que c'était 500 ou 600 euros par mois, ouais, 500 au ou 600 départ. euros par mois au début, t'as pas la vision de te dire un jour je vais monter un groupe qui vaudra peut-être des millions d'euros, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, déjà, gagner 2000 euros par mois, je me disais, ça va être chaud, quoi. Ça va être compliqué. Mais pour répondre à ta question, ce qui m'a permis de rebondir, c'est que de toute façon, en réalité, moi, je me suis toujours dit, t'as pas le choix. C'est aussi simple que ça, c'est t'as pas le choix, t'es obligé, tu vas de toute façon galérer. Moi, dans ma tête, moi, je me souviens, je me répétais tous les jours. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu une enfance qui était horrible en réalité. Même si moi, ça va, je l'ai bien vécu, mais et en vrai, que maintenant, quand j'y repense, je sais que j'étais en dépression, que c'était vraiment dur. Je m'en rendais pas compte parce que je me disais, de toute façon, la vie est comme ça et j'ai pas le choix. Mais tous les jours, je me disais, la vie va être hyper dure, ça va être un combat perpétuel et il va falloir que je me débrouille pour en sortir, quoi. Donc, j'étais préparé à ça, quoi. Donc, en vrai, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et quand j'ai réussi, quand j'ai eu le déclic, parce que là, c'est un moment important de ma vie, c'est-à-dire que de 15 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu plein de difficultés. J'ai eu une dizaine de voitures, où à chaque fois j'ai économisé de l'argent pour m'acheter une voiture à 2 3 000 euros, et je la défonçais dans un arbre, ou je ne sais pas où, dans un rond-point, parce que j'avais un accident, parce que je roulais alcoolisé, drogué, enfin. Et à chaque fois, tout l'argent que j'avais économisé, même si c'était pas beaucoup, hein, 4 5 000 euros pour une voiture, ben pouf, se détruisait, fallait que je rééconomise pour en acheter une autre, et ça m'arrivait 10 fois, j'ai cassé 10 voitures, donc c'est énorme. Donc j'avais l'habitude de rebondir à chaque fois. Même un jour, j'ai pu m'acheter un cross, c'est mon rêve, tu vois, m'acheter un cross. Eh ben, je l'ai eu une semaine et je me le suis fait voler, tu vois. Parce que j'avais des mauvaises fréquentations, ça a dû parler, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu vois, et à chaque fois, c'était ça. Je me disais, mais j'ai jamais de chance, en fait. Tout ce que je, tout ce que je fais, quand j'arrive à acheter quelque chose, ça se détruit. Donc, j'étais prêt à ça, et c'est pour ça qu'à l'âge de 18 ans, j'ai eu plusieurs choses. Bon, j'ai eu quelques soucis. Donc j'ai failli partir en prison, j'ai failli mourir à cause d'un accident, j'ai quitté ma copine, enfin plein de choses qui se sont passées en même temps. Et je me suis dit, bon là maintenant c'est où vraiment je continue et je sombre et là je me détruis. C'est-à-dire que c'est fini pour moi, je vais mourir dans quelques mois ou je sais pas où je vais finir mais ça y est c'est mort, c'est foutu. Ou je change. Et si je change par contre je mettrai toute mon énergie dans quelque chose de bénéfique. Et j'ai réussi à changer. Et en réalité, ce que j'ai fait, c'est j'ai coupé avec tout mon entourage néfaste autour de moi. Il y en a même certains avec qui je me suis battu parce que ces personnes-là, en fait, quand tu veux les quitter, eh bien, ils te tirent vers eux. Ils veulent surtout pas que tu t'extrais de leurs conditions, quoi, enfin, de ce qu'ils font. Donc, ça leur plaît pas, ils te tirent vers eux. Donc, bref, ça a été compliqué. Donc, j'ai réussi à couper avec eux. J'ai coupé avec ma famille aussi, mais complètement. Et pendant, je sais pas moi, 6 mois, je me suis enfermé chez moi. Et là, j'ai commencé à lire. J'avais jamais lu de ma vie. J'ai commencé à écouter des podcasts, regarder des vidéos. J'ai regardé aussi Bernard Tapie qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a apporté le déclic. Et en même temps de faire tout ça, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté l'alcool, j'ai repris le sport. Enfin, tu vois, j'ai vraiment, ça a été vraiment un électrochoc. Du jour au lendemain, j'ai changé. Donc bien sûr, il y a eu pendant 3 4 mois où j'arrivais plus à dormir, où je faisais des cauchemars, parce que, voilà, il faut arrêter la drogue, l'alcool, donc c'est pas facile. Mais tu vois, en fait, c'était tellement gros, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'allais m'écrouler, et c'est ce qui m'a permis de changer immédiatement, parce que je me suis dit, c'est vraiment, je vais me détruire, quoi. Je m'en suis rendu compte. Ah, mais c'est une force de caractère quand même qui est énorme parce que le nombre de personnes qui auraient sombré et qui sombrent en fait hein, quand elles ont ce choix-là de soit rebondir et d'aller viser quelque chose de très très haut. Et souvent dans les histoires d'entrepreneurs, on entend des personnes qui sont au plus bas et qui ont réussi à rebondir et aller au plus haut, mais on n'entend pas parler de toutes les histoires qu'il y a personne qui passe dans les podcasts pour dire bah ouais, j'étais au fond du trou et je me suis encore plus enterré dans l'addiction que j'avais à l'alcool, à la drogue, à tout ça. Et il y en a beaucoup, donc ça demande quand même une force de caractère énorme par rapport à ça. Et bravo en fait hein, pour ce parcours. C'est quoi les premières épreuves quand tu es paysagiste? Comment tu montes ta boîte? Qu'est-ce qu'il en vient après ces 6 mois-là?
Ça a été hyper dur pour moi parce que déjà, moi, j'étais très timide, introverti, donc le relationnel client hyper compliqué pour moi au début, et pourtant maintenant, je suis un excellent vendeur et c'est mon point fort, tu vois. Donc, comme quoi, ça veut rien dire, on peut C'est changer. clair. Et quand je me suis lancé, du coup, allez, à 17, 18 ans, là, je commençais à récolter de nouveaux clients, des chantiers au black le week-end, tout ça, après le travail. Parce que je travaillais, moi, une chose que je t'ai pas dite, mais de 15 à 18 ans, je travaillais tous les jours. Même le week-end, j'avais des journées de fou. Je finissais à 16, 17 heures le travail dans mon entreprise. Après, je continuais à travailler le soir. Enfin, donc, j'ai récolté donc mes premiers clients. Et à 18 ans, quand je me suis rendu compte qu'il fallait avoir 18 ans pour monter sa boîte, je me suis dit, bon, allez, stop, j'arrête tout. J'ai quitté mon lycée, l'école, et j'ai monté ma boîte immédiatement. J'ai commencé en scooter au début, on me prêtait des outils, j'appelais des amis ou ma mère même qui venait m'aider avec une remorque pour aller vider par exemple les déchets verts de chez mes clients, enfin voilà, c'était la galère. Et ce que j'ai fait, c'est que pour récolter mes premiers clients, je l'ai fait vraiment de façon très terre à terre, c'est-à-dire que je côtoyais encore quelques amis là à cette époque, et on sortait des fois, je leur disais, bon, on va pas perdre de temps, on va se servir de notre temps pour quelque chose d'utile au lieu de rester assis sur un banc, parce que ce que je supportais pas, moi, c'était de rien faire, quoi, de discuter pour rien. Moi, fallait que, j'étais trop pragmatique, fallait que ça serve à quelque chose, fallait que mon temps était très précieux, moi, à l'époque, hein. Donc, je leur disais, on est 10 là, ben, on monte dans ma voiture, on prend un scooter, deux, trois voitures en plus, on va distribuer des flyers partout dans la ville, dans le village, dans les villages alentours. Et c'est comme ça que j'ai récolté un max de clients au début. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi en tant qu'auto-entrepreneur? Donc au début, tu étais seul. À partir de quel moment tu as le déclic de dire je vais commencer à embaucher des personnes bah, pour faire le même travail que moi? Ouais, là, c'était, je pense que j'avais 19 ans, donc j'ai travaillé tout seul. Après, je prenais des amis qui venaient m'aider. Je sous-traitais des personnes, donc j'ai commencé comme ça. Et un jour, je me suis dit, bon, de toute façon, je veux aller vite. J'ai lu un livre, j'ai vu qu'il fallait déléguer, qu'il fallait trouver de nouvelles recrues pour aller plus vite, parce que si moi, je reste focus toujours sur l'opérationnel, je pourrais pas grandir. Donc, tu vois, j'ai toujours eu cette vision très, très bête, en réalité, très Tu te simple. rappelles du livre ou pas? Ah, je m'en souviens plus. Ça doit être. Je sais que les premiers livres que j'ai lus, c'est Père riche, Père pauvre. Ça Ouais, fait partie du premier livre que j'ai lu. c'est Je sais clair pas que. si là-dedans on le voit ça. C'est Non, peut-être dans celui-là. il y a l'autoroute du millionnaire qui parle de la délégation un petit peu, et il y a la semaine de 4 heures. Je sais pas si tu l'as lu aussi, Non, je de l'ai pas Tim lu celui-là. Ferriss, Ouais. qui parle un petit peu beaucoup de Par contre, délégués en l'autoroute fait. du millionnaire, je l'ai lu et je l'ai lu au début, donc c'est peut-être celui-là. Ouais. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'était un livre. Et tu vois, je me disais, bon, moi je pensais sincèrement ne pas être intelligent. Je me dis, bon, j'ai pas de talent, j'ai pas de compétences, j'ai rien en fait. La seule chose que j'ai, c'est du courage. La seule chose que j'ai, c'est que je suis discipliné, je passe à l'action. Donc je me disais, bon, j'ai lu ça, il faut faire ça, ben je vais le faire. Tu vois. Et j'ai toujours agi comme ça. Il faut le faire, ils disent que c'est bon, ben je vais le faire. Tu vois, mais je passe à l'action immédiatement. Au Et moins d'ailleurs, tu c'est ce qui testes et manque. tu réitères et tu réitères et tu Et réitères. d'ailleurs, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Moi, si je peux apporter un conseil, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont, moi je le vois partout autour de moi, des mecs ultra intelligents, mais bien plus que moi, avec des compétences en plus des miennes, qui sont bien plus doués que moi, bien plus talentueux. Et pourtant, en fait, ils vont pas aussi vite que moi, mais tout simplement parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, mais ils le font pas. Alors que moi, je savais pas, je l'apprenais, et immédiatement, je le mettais en place. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il faut que je recrute. Donc là, j'ai appelé des personnes, j'ai appelé des amis. Et là, j'ai vu qu'il y avait un ami à moi qui était un peu comme moi. Avant, il était déboussolé, il savait pas quoi faire, il était un peu en dépression. Il était pas du tout de ce métier-là, pas du tout manuel, il n'y connaissait rien. Mais j'ai vu qu'il, je sais pas, il avait un truc, moi, qui me plaisait, c'était... Déjà, j'ai toujours adoré, moi, aider les personnes. Donc, lui, il était en galère, je voulais l'aider, je voulais qu'il vienne avec moi pour qu'il se découvre, pour qu'il s'accomplisse. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Donc, il était nul au départ, c'était un flemmard. Et c'est devenu, je pense, 6 mois, une machine de guerre, quoi. Mais véritablement une machine de guerre. C'est-à-dire que on s'est fixé un objectif tous les deux, il m'a rejoint. Et là, je me souviens, à cette époque, c'était énorme, mais là, on était vraiment des rêveurs, quoi. On se permettait de rêver. Et ça, c'est ce que je conseille aux gens aussi. Putain, permettez-vous de rêver, d'y croire vraiment, de vous visualiser et de vous imaginer réussir pour vous donner envie, pour vous donner cette passion qui va vous pousser à y arriver. Et lui, on se serrait la main, on a dit, bon, il s'appelle Quentin. Et je me rappelle, je lui disais, Quentin, viens, on essaye de faire ce que personne n'arrive à faire. Viens, on se pousse à notre maximum. Viens, on essaye de dépasser nos limites. On essaye de devenir bon, d'apprendre de nouvelles choses, d'être curieux. Et grâce à ça, à deux, on a fait énormément de choses et on s'est poussé, quoi. Et donc lui, c'est ma première recrue. Et ensuite, ça allait très vite. Je pense que j'ai passé 6 mois avec lui. Et à partir de là, j'ai recruté du monde à fond. Passé de 1 à 5 à 10 à 15. Moi, en début 2023, on était 4. Donc de 2022 à 2023, j'avais Quentin et donc
durant l'année 2022 à 2023, on a recruté 3 personnes, donc là, ça allait doucement. Et à partir de 2023, on était 4 au départ. Et en fin 2023, on a fini à 35. Ah, c'est énorme. Et là, maintenant, on est pratiquement 50. Tu vois, ça allait C'est super ouf. vite. Ah ouais, la rapidité d'évolution, etc. Enfin, janvier 2023, c'était il y a un an, quoi. Donc en un an, autant de recrutement, etc. C'est ouf. Comment tu as structuré ça? Parce que c'est difficile de recruter autant de personnes en aussi peu de temps sans avoir d'expérience d'un point de vue managérial, etc. Comment tu as structuré ta boîte? Aucune expérience, moi j'avais juste l'expérience de la vie. C'est-à-dire que moi, le management, en fait, j'en ai toujours fait dans ma vie, quoi. C'est-à-dire avec les membres de ma famille, avec des amis, avec des trucs, avec des problèmes que je devais régler. Donc en fait, j'avais de l'expérience sans vraiment m'en rendre compte, mais c'était inné, quoi, un peu. Donc j'y suis parvenu. Et ce qui m'a surtout aidé, c'est de recruter les bonnes personnes au début. C'est-à-dire que Les moi, premiers j'ai. recrutements sont super importants. Ah ben c'est les plus essentiels. Si t'as des piliers au départ, derrière, c'est super simple de. Enfin, simple, c'est un bien grand mot, mais C'est c'est plus plus simple, ouais. facile d'évoluer rapidement parce que t'as tes piliers, quoi. T'as des gens de confiance en qui tu peux faire confiance, en qui tu dois faire confiance d'ailleurs. Et en parlant de confiance, moi, tu vois, j'ai toujours eu ce truc où. Enfin, moi, je me suis créé une carapace comme tous ceux qui ont un peu souffert et se sont fait arnaquer ou truc. Tu te crées une carapace, t'as confiance en personne. Tu te dis, bon, l'humain, en fait, c'est compliqué. Donc, je ne fais plus confiance en personne. Mais tu dois t'autoriser à faire confiance. Moi, pour moi, c'est obligatoire. C'est-à-dire que moi, du moment où j'ai changé, je me suis dit, bon, maintenant, je fais confiance en tout le monde. Et tant pis. Celui qui respecte pas cette confiance, celui qui respecte pas le fait que je crois en lui, que je me dis qu'il a du potentiel, eh ben, tant pis, quoi, je couperai. Mais ceux qui la respectent, cette confiance, c'est magnifique. Et moi, j'ai un truc, tu vois, c'est la définition de l'autorité. La vraie définition de l'autorité, c'est quoi? En latin, c'est auctoritas. Et auctoritas, ça veut dire élever vers. C'est pousser les gens à leur maximum, les élever vers le haut, c'est-à-dire leur faire confiance, croire en eux et leur dire que oui, ils sont capables d'y arriver. Et ça fonctionne, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec mes premiers recrutements. C'est je crois en eux, je crois en leur potentiel, je leur dis qu'on va y arriver, même si c'est compliqué, même s'ils sont pas forcément bons. Et du coup, eux aussi se permettent d'y croire. Et là, ça fonctionne. Et Ça c'est change tout. c'est- c'est des personnes en qui tu as donné plus de responsabilités aujourd'hui et qui commencent à avoir une équipe eux-mêmes, etc. Exactement, bien sûr, un max de responsabilité. Moi, du moment où je recrute, maintenant, c'est ce que je dis à chaque fois. Si je te recrute, c'est que je te fais confiance. J'ai pleine confiance en toi. Maintenant, à toi de la respecter ou de ne pas la respecter, cette confiance que je t'apporte. Mais moi, j'y crois. Moi, je crois en ton potentiel. Donc, si tu te charges je sais pas, de l'élagage, responsable élagage, eh bien, je te laisse faire. Hmm. Tu m'apportes des propositions, on définit une stratégie ensemble. C'est toi qui prends des décisions aussi. Bien sûr, je veux juste être dans la boucle pour vérifier que tout soit OK et que ce soit bien dans la stratégie du groupe et que ça corresponde bien aux valeurs et à tout ce que l'on a créé. Mais tu vois, je leur laisse pleine liberté. Ok, sur la créativité, etc. Est-ce que tu as eu des échecs à ce niveau-là, au niveau du recrutement? On n'en parle pas assez, je trouve, mais il y a pas mal d'échecs à ce niveau-là. Enfin, si tu en as eu, comment tu les as gérés? Ouais, j'en ai eu plein. Enfin, j'en ai eu plein. J'en ai eu. Je crois que j'ai viré entre guillemets. En tout cas, j'ai coupé avec 8 personnes. Ok. Donc sur tous les recrutements que j'ai eu, donc des personnes, en fait, moi j'ai le gros problème. D'ailleurs, mon équipe me le disait. Il me disait, Fabio, c'est un gros défaut. Moi, je leur dis non, c'est une qualité qui peut devenir un défaut, mais c'est que je crois en tout le monde. C'est horrible parce qu'en fait, moi, je pars de tellement loin. J'étais tellement nul, j'étais tellement peu compétent que tu me mets n'importe qui en face de moi. Je vais me dire, bon, tiens, lui, s'il comprend, s'il essaye de se connaître, s'il comprend qu'il peut être bon là-dedans et qu'il se met à fond et qu'il apprend, putain, il peut devenir exceptionnel. Mais en fait, des fois, la personne, en fait, elle en a pas envie et puis elle le comprend pas et elle se permet pas d'y croire. Donc, ça marche pas malheureusement. Et moi je croyais en tout le monde, donc forcément, bah, sur 10 personnes, t'en as deux qui ne vont pas changer et qui vont stagner, donc t'es obligé de couper quoi. Après, il faut couper ses sentiments. Là, par contre, moi j'ai une capacité à faire ça parce qu'avec ce que j'ai vécu, bah, j'ai l'habitude. Quand ça va pas, je coupe direct. Je suis hyper franc avec la personne, je lui dis écoute, ça va pas, pour Hmm. telle raison. De toute façon, ça mènera à rien que tu restes avec nous parce que on va pas s'entendre et ça va mal finir, donc vaut mieux que tu partes. Hmm. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose pour toi, t'étais pas bon là, t'étais pas bon là, t'étais pas bon là, t'aurais dû changer là, améliorer ça. Et en fait, t'es hyper franc avec la personne, ça lui permet, elle, derrière, de savoir où elle doit s'améliorer. Ouais, et de Après, monter en compétence dans un autre job ou une autre voilà, activité. à elle de bien le percevoir ou de mal le percevoir, mais en tout cas, si elle le perçoit bien, Hmm. ça lui donne les clés pour qu'elle réussisse derrière. Donc, à elle de voir. Mais moi, en tout cas, j'essaye d'être hyper franc. Hmm. Pour moi, la franchise, c'est essentiel. Ok. Les gens qui t'entourent, d'un point de vue professionnel, sont assez inspirés de ton parcours. Est-ce que tu as des personnes qui sont pareilles, dans le même cas que toi, et que tu as réussi à faire, à monter à un niveau où ils arrivent à avoir un job, une activité, et ne plus être dépendants d'addiction? Ouais, j'en ai
J'en ai plusieurs, moi, qui avaient eu un parcours difficile, tout ça, et je pense que c'est justement le fait que moi, je l'ai fait en premier, et que j'ai montré qu'on pouvait y arriver, et que je fonçais, quoi. Moi, c'était... Enfin, c'est ce qu'on me dit, mais d'un point de vue extérieur, ils me disent, putain, en gros, tu fonces, mais il n'y a rien qui peut t'arrêter, quoi. C'est un truc de fou. Même s'il y a un échec, paf, je passe à la suite, paf, je pivote, j'avance. Et eux, donc, de voir ça, je pense que ça les inspire, et ça leur montre que c'est possible. Et donc, ceux qui nous rejoignent, ils ont tous changé. Moi, j'ai des machines, quoi. J'ai des mecs, au début, ils étaient déboussolés. Enfin, ça avançait pas, ça percutait pas, c'était... Maintenant, mais c'est des guerriers, quoi. Vraiment, c'est. D'ailleurs, nous, au début, ce qu'on a fait avec Quentin, mon premier employé, c'est qu'on écoutait des podcasts, souvent de motivation d'ailleurs, de David Goggins. Tu vois, David Goggins, moi j'adore, parce que je me revois dans son parcours plein de fois, j'adore. Et en fait, pour reprendre un peu le mindset de David Goggins, qui ressemble un peu au mien, toutes mes équipes ont ce mindset, quoi. Là, je vais même faire un camp d'entraînement avec mes équipes, on va partir un week-end. C'est un camp d'entraînement un peu style armée hyper dur, on va se baigner dans de l'eau gelée, truc. Ils sont tous partants pour y aller, tu vois. Le week-end, en plus du travail, juste pour aller forger son mental. Donc tu t'imagines le truc, donc Ouais, c'est clair, ils sont c'est quand même vraiment... baignés dans ça, dans le truc de déterminer pour réussir, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du groupe Coupas? Quels sont un petit peu les... Tu nous as parlé en préambule du podcast, mais quelles sont un petit peu les activités, les entreprises qu'il y a? Comment tu as créé cet écosystème-là autour de ton activité? Ouais. Donc le groupe Coupa, c'est un écosystème dans le monde du paysage, où on a créé, dans un premier temps, c'était FC Paysage à l'époque, qui est devenu Coupas Jardin, donc une entreprise dans l'aménagement paysager, où on a une grosse équipe, environ de 40 personnes maintenant, qui est capable de créer, entre guillemets, le jardin de vos rêves, en tout cas ce que vous voulez dans un jardin, avec tout corps de métier en interne, c'est-à-dire que nous, en fait, notre promesse qu'on est capable de faire, c'est avec un interlocuteur unique, on crée un jardin complet, en temps compressé, donc avec des prix compétitifs, une coordination du coup qui est facilitante pour le client, et la suite de ça, c'est Coming Gaia. En fait, moi, en étant jardinier paysagiste, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de besoins, plein de problématiques, comme par exemple pour les clients, c'était de trouver un jardinier de qualité, parce que le particulier qui a un jardin, en fait, va devoir appeler des jardiniers, les faire venir chez lui, faire un devis. En fait, non, il se rend compte que le jardinier n'est pas bon, donc il en prend un autre, et il perd du temps. Et pour les jardiniers, le problème, c'était que, en fait, ils ont tous les compétences techniques au départ, la passion du métier, mais il leur manque des compétences entrepreneuriales, des compétences en gestion, et à travers l'application, c'est ce qu'on leur apporte. En fait, on a réuni toutes les fonctionnalités qui existent en France sur une seule appli pour permettre aux jardiniers paysagistes d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour se développer, pour évoluer. Et les particuliers, du coup, pour résoudre le problème que j'ai évoqué avant, peuvent trouver des jardiniers paysagistes partout en France en quelques clics sur notre plateforme et récolter des devis en moins de 24 heures. Génial. Et du coup, bénéficier aussi de l'avantage de crédit d'impôt, Ouais. j'imagine, parce que c'est assez compliqué à mettre en place pour tout le monde. Et là, vous l'avez automatisé? Tout à fait. Nous, on a une filiale de Coming Gaia qui est Coming Gaia SAP, où on a un agrément de l'État qui nous permet de faire bénéficier à tous nos adhérents du crédit d'impôt qui, eux-mêmes, pourront en faire bénéficier à leurs clients. Et on a développé une API avec l'URSSAF qui nous permet maintenant d'avoir le crédit d'impôt immédiat. C'est-à-dire que pour les particuliers ayant un extérieur, ils n'ont même plus besoin de faire l'avance de trésorerie et ensuite être remboursés l'année d'après. Ils sont remboursés immédiatement. C'est-à-dire que c'est l'URSSAF qui paye la moitié du devis à leur place. Donc c'est un vrai avantage et c'est une aubaine, Ouais, c'est autant pour clair. les pros que pour les particuliers. Ouais, en termes de concurrence, ils se disent, bah, le devis, j'ai 50% de moins à avancer aujourd'hui. Enfin, c'est quand même pas mal. Ouais. Pour le groupe Coupas, vous travaillez sur quel secteur exactement? Alors le groupe Coupas, du coup, c'est Enfin, pardon, Coming Gaia. pour Coupas, l'entreprise de Coupas Jardin. paysagistes. Ouais, Coupas Jardin, on travaille dans la région PACA ouais. pour le moment. On est en train de créer de plus en plus d'agences, des agences qui sont interconnectées, ce qui nous permet nous d'avoir une communication fluide et une entraide entre les agences dans la région PACA seulement pour l'instant. Et Coming Gaia, par contre, c'est national, c'est partout en France. Et bien sûr. Et Ok. bientôt, ce qu'on souhaite faire, c'est lancer la franchise la plus accessible de France en fusionnant ces deux entités, Coming Gaia et Coupas Jardin, en créant une marque forte, en ayant des méthodes, des processus mis en place, une vraie stratégie, une vraie mission, une vraie vision, et permettre de dupliquer le modèle avec des franchisés partout en France. Ok, donc ça, c'est l'évolution et la vision à long terme, entre guillemets, du groupe Coupas. C'est ça. Ok, ça marche. Pourquoi le nom Coming Gaia? Je sais pas si tu en as déjà parlé. Coming Gaia, c'est une personne de mon équipe qui l'a trouvé. Coming, en anglais, coming, c'est venir, à Ouais, venir. Et Gaia, c'est la déesse de la terre, donc venir vers la terre en quelque sorte. ok. Et puis ça sonnait bien. Ouais, c'est clair. Voilà comment on l'a trouvé. Ok, je sais pas s'il y avait une histoire particulière par rapport à ça, mais je voulais en savoir parce que je suis curieux à chaque fois des noms de comment ils ont été trouvés, etc. C'est quoi le business
business model de Coming Gaia? Alors, le business model de Coming Gaia, c'est le business model classique d'une marketplace. C'est-à-dire que nous, on va récolter des abonnements mensuels auprès de nos adhérents, donc qui vont de zéro, donc un abonnement gratuit avec les fonctionnalités de base, jusqu'à 79,90 € avec des fonctionnalités en plus, comme par exemple la gestion de l'agenda, des prix préférentiels chez nos fournisseurs partenaires, parce qu'on a créé un groupement d'achat où on a des prix préférentiels, où chaque jardinier paysagiste, en fait, ne pourrait pas avoir ces prix-là tout seul. Mais en rentrant dans notre groupe, il a ses prix. Et des commissions sur chaque transaction. C'est-à-dire que quand on rapporte un client au jardinier, on va récupérer une commission quand c'est facturé, quand c'est payé par le client, non pas avant, et une commission également pour le crédit d'impôt. Vu qu'on se charge de tout l'aspect administratif, en leur donnant notre agrément, à chaque fois qu'ils facturent leurs clients, on récupère un petit pourcentage de la transaction. Tu peux dire à peu près combien? C'est combien de C'est pourcentage? 8% pour le crédit d'impôt, Ouais, et le reste après, je peux pas trop en parler, mais c'est... En fait, il n'y a que les jardiniers paysagistes qui y ont accès, ok. et pas les particuliers. Donc Ça je peux marche, pas trop en donc ils parler. savent, c'est eux qui... Ok, ça marche. Et donc du coup, ton client, finalement, c'est le jardinier paysagiste qui, lui, paye son abonnement. Pour tous les clients qui veulent, entre guillemets, avoir un jardinier paysagiste qui vient chez eux, etc., c'est totalement gratuit, l'utilisation de la plateforme. Tout à fait. Nous, en fait, c'est du B2C, B2B, parce que grâce aux clients, on va gagner de l'argent. Par contre, pour les particuliers ayant un extérieur, tout est gratuit. Ok. Ils ne payent strictement rien. Si ce n'est la prestation à la fin, au final, La prestation du jardinier. qu'ils auraient payé initialement en appelant le paysagiste. Tout à fait. Est-ce Exactement. qu'il y a... Comment vous avez réussi à mettre une barrière à l'entrée assez importante pour pas que le jardinier paysagiste utilise une fois l'application, trouve une dizaine de clients et se dise après, bah hop, je passe en direct avec eux? Alors ça, malheureusement, ça peut arriver. Alors nous, on est capable de le vérifier, par contre, parce que quand un jardinier est intéressé par un client, il va cliquer sur un bouton où il y a écrit «Je suis intéressé», Mhm. et quand il clique, nous, on le voit. Donc après, on appelle le client, donc on vérifie bien qu'il passe bien par la plateforme. Ça nous est arrivé quelques fois. En fait, le problème, c'est que nous, on leur envoie des mails, on les prévient, on leur dit: «Bon, si vous, prenez les clients et vous les utilisez sur une autre plateforme, donc vous évitez de payer la commission, mais en fait, vous serez banni de l'application», et vu Mm. que eux sont vraiment contents et satisfaits d'utiliser l'appli, bah, ils prennent pas le risque. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'ils ont pas envie de perdre, l'utilité de l'application dans sa globalité juste pour, économiser, 5-6-8% pour un client, quoi. Ok, ça marche. Il y a aussi une autre activité que tu as à côté, où tu es gérant de restaurant. Je l'ai Mmh. vu sur LinkedIn, on en parlait juste avant en préambule du podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette activité connexe? Ouais, très peu de personnes le savent parce que j'en parle jamais, mais j'ai ouvert un restaurant, hein, dans mes tout débuts d'ailleurs, hein, je crois que j'avais 19 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais des membres de ma famille qui, avaient un vrai savoir-faire dans la cuisine sarde. Nous, on vient de Sardaigne, et notamment ma maman, qui, cuisinait super bien. Donc en fait, je l'ai mis dans ce resto-là, donc elle, ça lui a permis d'avoir un métier où elle pouvait s'épanouir, peut-être gagner plus d'argent, et moi, ça m'a permis d'ouvrir un resto, ça m'a fait une expérience en plus, j'avais envie d'essayer, et au final, il fonctionne bien, il est délégué à 100, je m'en occupe plus, et je suis passé à la suite. Mais ouais, j'ai un resto. Ok, génial. En plus, c'est un peu un revenu supplémentaire, une activité supplémentaire, ça te C'est permet ça. de te diversifier à ce niveau-là. C'est quoi ta répartition de ton temps par rapport à toutes les activités? On a vu du coup, là, il y a le groupe Coupas avec toutes ces entreprises, et bon, il y a aussi le restaurant, tu as dit que tu l'as délégué à 100%, mais il y a toutes ces activités-là aussi, de podcast, de communication, de marketing. Comment tu répartis ton temps par rapport à ces activités-là? C'est rude, hein, moi j'ai des journées qui sont super chargées, donc déjà 0% de mon temps dans le restaurant, ça je m'en Ouais, occupe plus ok, du tout, c'est 100% délégué. Dans le groupe Coupas, je dirais que je mets, 100% de mon temps parce qu'en fait tout ce que je fais, même aujourd'hui la discussion qu'on bien a, sûr. je parle aussi de mes entreprises, donc pour moi ça fait partie de mon job, quoi, et c'est, pour le groupe Coupas. Donc 100% de mon temps dans le groupe Coupas, et je dirais que je répartis mon temps de moitié sur chaque structure, Coming Gaia et Coupas Jardin. Ou Coming Gaia à 50%, je vais être vraiment dans l'opérationnel. Je vais aider les équipes, manager, même des fois je touche même à l'aspect commercial un petit peu encore. Par contre, sur Coupas Jardin, c'est complètement délégué. Je m'occupe que du recrutement, du développement externe, par exemple pour du rachat d'entreprise, ou pour développer de nouvelles agences, ou pour trouver de nouveaux talents. Mais le reste, l'opérationnel pur, gérer les clients, les devis, les factures, manager même les équipes de terrain. Enfin, tout ça, ça a été délégué, quoi. J'ai un responsable qualité, prévention, environnement, j'ai un responsable d'agence, j'ai des chargés d'affaires, j'ai des chefs de chantier, j'ai un directeur commercial, assistante d'agence, enfin, assistante de direction, responsable administrative. Tout a été délégué.
Ok, hyper intéressant de voir un petit peu tous ces effets-là que tu as réussi à déléguer. T'es passé dans Qui veut être mon associé il y a pas longtemps et j'imagine que ça t'a apporté une belle visibilité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'émission, de comment ça s'est passé pour toi le tournage et évidemment de Je vais, l'après? je vais raconter l'histoire en amont. Alors ça plaira peut-être pas forcément aux journalistes, mais tant pis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça fait 3 ans que je candidate dans Qui veut être mon associé, Ok. et 3 ans qu'on refuse mon dossier. Bon, il y a 3 ans, j'avais rien en fait. J'avais juste postulé parce que je me suis dit, bon, sur un coup de chance, je vais mentir un peu, je vais essayer de passer, on sait jamais, ça me permettra d'ouvrir un business parce que j'avais 18 ans. Mais bref, en tout cas, ça fait 3 ans que je postule. Et là, la troisième année, encore une fois, ils veulent pas. Ils refusent mon dossier. Mais en fait, tout simplement parce que le jardinage, c'est pas mainstream. C'est-à-dire que ça touche pas tout le monde et ça vise un public plutôt élitiste. Donc, ils acceptent pas. Et là, ce qui se passe, c'est que une semaine avant le tournage, c'est-à-dire que ça fait déjà 2 mois que les candidats sont choisis, que les candidats s'entraînent avec les business coachs, etc., qui préparent leur pitch. Moi, une semaine avant, donc je suis toujours pas pris. Et là, je me rends compte qu'un de mes partenaires, qui est Life Size, c'est une entreprise à Avignon, bon, c'est des partenaires à moi, eux ont un truc super innovant, et donc ils sont appelés par cette journaliste. Et il me le dit, je lui dis, putain, mon gars, faut que tu me passes le numéro de cette journaliste. Donne-moi son numéro. Je vais me débrouiller, t'inquiète, toi, ça te nuira pas, moi, je veux passer. Il me passe le numéro, je l'appelle. Donc là, elle m'écoute pas, elle me dit, Fabio, c'est trop tard, jamais de la vie on pourra. De toute façon, ton projet, il remplit pas les cases, donc c'est foutu. Tu pourras pas passer. On te prend pas. Et elle me raccroche au nez. Et là, moi, j'ai un client qui s'appelle Jamel Debbouze. Voilà, un client Un maintenant petit peu où connu, quoi. un petit peu connu, je pense que tout le monde le connaît, j'imagine. Et je l'appelle, je dis, Jamel, est-ce que je peux utiliser ton nom juste pour essayer d'accrocher son attention parce qu'elle m'écoute même pas. J'ai juste pour accrocher son attention. Elle me dit, oui, bien sûr, vas-y. Bon, je voulais lui demander avant. J'appelle la journée, je lui dis, bon, je connais Jamel Debbouze, c'est mon client. Donc là, elle m'écoute. Et je lui Ah, raconte mon histoire, mon parcours. Je lui dis que, tu vois, c'est bête, mais pour réussir, et ça, c'est un conseil que je donne aux gens, c'est croyez en vous. Soyez même presque prétentieux, tellement vous êtes confiant, quoi. En restant humble. Mais moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bon, prenez-moi pour plusieurs raisons. Il faut que vous me preniez pour plusieurs raisons. La première, c'est que je serai le meilleur passage de l'émission. La deuxième, c'est que vous avez besoin de moi pour améliorer votre audience. Et en plus de ça, c'est que j'ai un message à faire passer pour la France. C'est-à-dire que je veux passer un message pour tous les Français qui regardent votre émission et vous avez besoin de moi. Tu vois, je lui ai dit ça dès le début. Donc, elle a dit, oula, ouais, qu'est-ce qu'il ouais. a lui, il est prétentieux. Mais bon, je vais l'écouter du coup. Et donc après, je lui explique mon histoire, mon parcours, ce que je fais, pourquoi je veux passer, pourquoi c'est important pour moi. Là, elle me dit, mais Fabio, de toute façon, il reste une semaine, t'es pas prêt. Donc moi, je lui dis, mais ça fait 3 ans que je suis prêt. Mm. Je suis prêt. Fais-moi passer, tu verras, je serai le meilleur passage. Donc bref, elle accepte, elle me dit, bon Fabio, je veux vraiment que tu passes, je vais en parler à la coproductrice, au producteur, etc., etc. Donc là, la coproductrice ne veut pas. Encore non. Tu vois, donc là, elle m'appelle, elle Putain, me dit, avant de convaincre les investisseurs, franchement, t'as dû convaincre tout le monde chez qui va être mon non, mais associé c'est pour ça. juste Mais passer, quoi. surtout, ça prouve que, tu vois, il y en a plein, ils m'ont dit, t'as de la chance, mais il n'y a Ouais, c'est aucune clair. chance. Là, pour Non. le coup, c'est tu la provoques. Et en fait, n'importe qui aurait pu passer dans cette émission, mais pas tout le monde a eu le cran de faire ce que j'ai fait là, ce que je Parce suis que en du train coup, de te tu fais quoi raconter. avec la coproductrice? Voilà, donc écoute, elle dit non. La journaliste m'appelle, elle me dit, Fabio, tu peux pas passer, c'est mort, donc elle raccroche. Là, j'ai réfléchi, mais bon, comment je peux faire? Donc je rappelle la journaliste, je lui dis, prévois-moi, s'il te plaît, 10 minutes de rendez-vous avec la coproductrice. Je m'occupe du reste. Juste donne-moi un visio de 10 minutes. Elle accepte, visio de 10 minutes. Pendant 10 minutes, j'envoie une énergie de malade. Je lui explique ce que je veux faire. Je la choque, quoi, en fait, concrètement. J'y vais hyper fort. Et à la fin, elle me dit, bon, ben Fabio, on te veut, quoi. C'est bon, tu passes. Et donc, j'y suis arrivé. Et au final, ils savaient pas si ça allait fonctionner. Ils savaient pas s'ils allaient garder l'épisode. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'on est un des meilleurs passages de l'émission. Ouais, c'est Ils sont clair. même revenus ensuite nous faire un portrait chez moi, dans mes bureaux. Mais tu vois, et ça prouve qu'en réalité, si tu crois en toi et que tu y vas et que tu fonces, tu passes à l'action et tu as le cran d'agir, ça fonctionne, quoi. Voir le meilleur passage, honnêtement, t'es humble de dire ça, mais sur les réseaux, honnêtement, j'ai vu que toi. Hein, On leur a même fait la pub, quoi. mais c'est T'imagines, clair, on a non, mais été bien leur pub sûr. du départ. D'ailleurs, Ils l'ont mis juste avant, enfin déjà ils l'ont mis dans le premier épisode, et ils Ouais. l'ont mis juste avant le passage de l'émission, quoi, 2-3 jours avant, le moment où tu fais ton pitch, et je crois que ça fait des millions de vues, franchement, non, Ouais, tout réseau confondu. sur les réseaux, je crois qu'on avait plus de 10 millions de vues, t'imagines, avant le passage de l'émission. Et en plus de C'est ça, clair. le premier passage, la première émission, donc le mercredi, le 17 janvier, Mm, ça a été là où ils ont eu le plus d'audience depuis 5 ans. exactement. Ça a été le passage où il y a eu le plus d'audience. Je crois Ouais. qu'il y a eu un pic de 2,2 millions et 2 millions sur toute la durée Je de pense que l'effet l'émission. Tony Parker a joué aussi pas Ah mal, bah bien sûr. parce que Non mais Tony c'est Parker sûr. avait communiqué Non mais énormément, c'est sûr. Et puis mais non toute mais la ça communication, c'est pas que nous. bien C'est-à-dire sûr, mais tout le monde, c'est ouais. Tony Parker, c'est le fait que l'émission Mm. plaît. euh,
toute façon, elle l'augmente chaque année, donc Ah, c'est clair. elle fonctionne super bien. Non, mais c'est génial. Et t'as eu comment ça s'est passé, du coup, le deal avec Anthony? Du coup, pour ceux qui ont pas regardé l'émission, c'est Anthony Bourbon qui t'a accompagné et c'est toi qui as choisi, du coup, sa proposition. Comment ça s'est passé avec lui? Sous combien de temps t'as les fonds? C'est quoi un peu les dessous de qui va être mon associé? Ça va super vite, hein, en réalité. Nous, on s'est appelé quelques jours après le tournage. Au tournage, Donc, ok. avant même que ce soit diffusé, on en discute avec Anthony. Donc là, il fait sa due diligence, il analyse le dossier. Parce que c'est Il bien a pas beau. analysé avant? Non, il peut pas. Non. Ok. Avant le tournage, il peut pas. En fait, on ne se connaît pas avant le tournage. Il sait même pas quel projet va atterrir devant lui. En fait, d'ailleurs, c'est l'avantage de cette émission. Pour moi, elle est vraiment, pour le coup, d'utilité publique et elle est vraiment authentique. C'est pour ça que moi, j'adore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle question va nous être posée. Eux ne nous connaissent pas. Ils connaissent pas le projet. Donc, en fait, tout est vraiment authentique. Et puis, si on loupe le pitch au départ, on est foutu, quoi. On est éjecté, et puis tant pis pour nous. Ou alors, ou ils mettent le passage, et puis on se ridiculise parce qu'on s'est raté, Mm. ou ils mettent pas le passage. Donc, tu vois, c'est Il vraiment y en a beaucoup qui n'ont pas eu le authentique. passage? Ah, je pense que dans les tournages, ouais, ils font beaucoup de tournages et ils en enlèvent plein. Ok. Tous ceux qui n'ont pas bien fonctionné. Après, c'est la télé, donc forcément, ils veulent les Forcément, meilleurs ouais. passages, ceux qui vont susciter le plus d'émotions. Enfin, Mm. mais en tout cas, c'est hyper authentique. Moi, c'est moi qui ai choisi mon pitch, j'ai raconté ma vraie histoire. Bon, Ouais. tu l'as compris. Ils m'ont pas incité à dire ça, si, ça. Tu vois, c'est vrai. C'est une vraie émission, c'est authentique, donc c'est super. Et ils investissent vraiment leur argent. Donc pour le coup, Anthony Bourbon m'a contacté quelques jours après. Plusieurs semaines se sont passées où il a analysé le dossier, il a fait sa due diligence, et ensuite il a injecté les 200 000 euros pour 11% des parts. Ok. Donc on a fait le pacte d'associés, toute la contractualisation, tout ça. Ok, ça marche. Et il y a eu des répercussions sur ton business actuel après le passage de l'émission. C'était il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant. Mm. C'était quoi les répercussions en termes de business, en termes de rencontres, etc. Bien sûr, il y en a eu plein. Alors déjà, moi, là où je suis super content et fier, c'est surtout d'avoir réussi à passer mon message. C'est-à-dire, on a donné de l'espoir à énormément de jeunes. Et C'est moins, le premier truc que je t'ai dit quand je t'ai appelé, je crois. et moins jeunes Ouais, d'ailleurs, hein. ouais, Ouais, c'est vrai, sûrement, je m'en souviens ouais. plus, mais ouais. C'est vraiment ça. Et moi, c'est ce que je voulais. En réalité, je sais que mon pitch, il était un peu déstructuré. Je parlais trop de moi, mais je le savais avant d'y aller. Parce que je le voulais. Je voulais balancer un message fort et raconter ce que j'ai vécu parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Moi, je suis pas du genre à m'afficher à la base. Je déteste d'ailleurs, à la base, parler de moi, être sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, je me force à le faire parce que je pense que c'est essentiel, c'est primordial. Mais là, j'avais besoin de raconter ça dans les détails parce que je me suis dit, ça va aider plein de monde. Mais il y a même des choses que j'ai dit à la télé que j'avais jamais dit, quoi. Même à mes amis, tout ça. Donc, t'imagines. Hmm. Notamment le truc sur ma famille, tout ça. La famille Sard, tout ça. Et donc ça a aidé énormément de monde. On a reçu des milliers de messages. Donc j'ai passé, moi, les 2 premiers jours, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai répondu à tous les messages personnellement parce que j'ai une personne qui gère mes réseaux sociaux, mais je lui ai demandé de laisser les messages fermés et que ce soit moi qui les ouvre et que ce soit moi qui y réponde parce que je voulais savoir comment les gens ont ressenti ça, comment ils l'ont perçu, etc. Et ça a super bien fonctionné. Et ensuite, d'un point de vue plus business qu'humain, on a reçu plus de 400 demandes de devis. On a eu plus de 300 nouveaux jardiniers paysagistes sur la plateforme le lendemain. Donc c'est énorme. C'est génial. C'est Ouais, ouais. énorme. Donc en termes de business, ça a quand même rapporté pas mal. De toute façon, on voit, j'ai l'impression que tous les passages rapportent quand même du business parce que forcément, c'est de la visibilité. Et sur la visibilité, il y a un taux de conversion qui se fait qui est assez important. Tout à fait. Est-ce que, pour revenir un petit peu sur ton business actuel, sur le développement, même si c'est un développement qui est assez court, quoi, ça fait 2-3 ans, entre guillemets, que tu es sur l'entreprise, tu as rencontré des problèmes importants qui aurait pu arriver à tout n'importe quel auditeur qui écoute aujourd'hui le podcast et qui est entrepreneur et où tu as réussi à trouver un petit peu les solutions à ces problèmes-là? Il y en a tellement, mais il y en a tellement et je me suis trompé, mais tellement de fois. D'abord, c'est le fait de déléguer, ben, on se trompe sur les bonnes personnes, on la met au mauvais endroit, donc il faut être capable d'analyser la personne et la mettre là où elle a le plus de potentiel et c'est pas forcément là où elle le croit au départ, hein. Ouais, La c'est personne, clair. elle te dit qu'elle est bonne là, qu'elle est forte, douée ici, mais en fait, tu te rends compte qu'elle est beaucoup plus douée ici et en fait, ça lui plaît plus d'ailleurs, mais tu vois? Donc tu dois cerner ça, tu dois l'aiguiller, la mettre du bon côté et ensuite c'est structurer l'entreprise parce que c'est bien beau de ramener de l'humain, déléguer tout ça, mais si c'est pas structuré, si en fait c'est toi qui dois gérer tout le monde, que les devis, t'as pas mis une trame pour les devis, t'as pas créé des process, des procédures, des méthodes qui sont écrites, qui doivent être appliquées par tout le monde, où tout le monde doit y adhérer, en fait tu n'y arrives pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé la grande stratégie du groupe Coupas avec Marc Croiser. Marc Croiser, c'est un militaire
qui travaillait aux côtés de John Warden III en Amérique. John Warden III, c'était le conseiller du président George Bush à l'époque, le père, et c'est John Warden III qui a créé la stratégie Prométhée, qui a permis de gagner l'opération Tempête du désert à l'époque de la guerre du Golfe. Bref, c'est un truc de fou. Mark Crozer, c'était le collaborateur de John Warden, et Mark Crozer, c'est la seule personne en France à détenir le brevet de la stratégie Prométhée. Ok. Il a déployé la stratégie Prométhée dans le groupe Airbus, dans le groupe McDonald's, enfin, dans des trucs énormes. Et quand j'ai rencontré ce gars-là, je me suis dit, oula, lui, il faut absolument qu'il vienne déployer sa stratégie avec moi dans mon groupe. Donc il voulait pas, il était à la retraite, je l'ai convaincu encore une fois, tu vois, c'est encore des noms, et c'est encore le truc, tu vas faire en sorte de déployer ton énergie, de choquer la personne pour qu'elle ait envie de te rejoindre. Donc il voulait pas. Donc j'ai parlé avec lui, à la fin il m'a dit bon, je veux au moins venir dans les bureaux, savoir ce qui se passe, parce qu'avec ce que tu me racontes, il faut que je voie là, ce qui se passe, le mouvement, l'engouement, enfin. Et il est venu et il nous a plus lâché. On a passé 11 dimanches à faire des réunions en planification ouverte, c'est-à-dire tous les membres de l'entreprise viennent dans le bureau, c'est un peu la cellule de crise où on a créé la stratégie, et viennent apporter leur pierre à l'édifice, donner leur avis. Et en fait on a structuré l'entreprise grâce à cette stratégie qui fait 300 pages. Donc en 11 dimanches et en 33 jours de travail au total, on a créé 300 pages où pendant 3 ans, on a tout anticipé. C'est-à-dire les problématiques qui peuvent survenir. On a anticipé même ma mort pour te dire à quel point on est allé Ah ouais, loin. c'est C'est-à-dire clair. si Fabio meurt, comment on fait? C'est-à-dire que moi, à la télé, le gros problème, c'est que tout le monde a dit, en fait, tout retient sur toi, on investit en toi, on investit dans un humain, et puis en fait, la boîte, c'est pas grand-chose. Mais c'est faux. Moi, j'ai prévu et j'ai anticipé tout ce qui peut se passer. Et si je meurs, mon équipe sera capable de déployer l'entreprise comme on l'a prévu. Peut-être pas aussi rapidement, parce que bon, Il faut une figure un peu de tête voilà, pour c'est peut-être moi qui mets un peu le tout ça, mouvement, mais en tout évidemment. cas, ils seront capables, tu vois, de continuer à croître. Donc, on a Waouh. tout anticipé. Donc, les problèmes financiers, on a anticipé la chute des banques, par exemple. Enfin, Hmm. tout et n'importe quoi. Tout ce que tu peux imaginer, on l'a anticipé. Et dans cette stratégie, il y a aussi la partie tactique, où on note, on écrit comment on va faire. Donc, en fait, c'est des centres de gravité dans la stratégie où tu vas écrire, bon, par exemple, mon chef des opérations, Stéphane Verde, qui est le responsable d'agence, bah, lui va être affecté à tel centre de gravité. Il va gérer telle tâche avec tel délai, tel budget et tel acteur. Et en fait, tu vois, on a tout ça qui est écrit, on a les délais, on sait comment agir. Donc, on a besoin de mettre une structure. Donc, les erreurs à éviter, c'est ça. C'est qu'au départ, moi, j'avais pas de structure. Rien n'était structuré. J'étais obligé de répéter chaque matin aux gars ce qu'ils devaient faire, de quelle manière. Le devis, je devais les vérifier à chaque fois. Là, il y a des trames qui sont créées, des process, et ça nous permet d'aller plus vite. Et tu t'es déjà rapporté du coup cette écriture-là, je sais pas comment tu l'as appelé, ce manuel-là de l'entreprise où tu as eu un problème dernièrement et tu t'es dit, bah écoute, on va regarder ce qu'on avait écrit à ce moment-là. Ouais, on l'a vécu dans des, alors dans des choses pas trop. Si, 2 points. En fait, c'est la grande stratégie du groupe. Ça s'appelle comme ça. On a eu la première problématique, ça a été de pas tenir les délais sur certains commandes, sur certaines tactiques. C'est-à-dire, on doit créer le manuel d'exploitation du groupe Coupas à tel délai. Et ben en fait, on a dépassé les délais. Donc là, on va sur la stratégie, on regarde ce qu'on a mis s'il y a ce problème-là. Ok, donc on doit analyser Et la ça, vous l'aviez situation. anticipé. Ouais. On anticipe tout. En fait, on doit analyser la situation. Ce qui est écrit dans la stratégie, c'est ça, c'est analyser la situation, faites un audit, comprenez pourquoi le délai a été dépassé. Est-ce que ça vaut toujours le coup de déplacer le délai pour nous permettre de le faire? Ou alors est-ce qu'il faut éliminer complètement cette tâche pour passer à une autre tâche? Et tu vois, on analyse la situation et on refait tout ça. Et l'autre souci qu'on a eu, qui est un peu plus spécial, c'est qui va être mon associé. C'est-à-dire qu'en fait, qui va être mon associé n'était pas prévu. Comme je t'ai dit, c'est au dernier moment que j'ai réussi à passer. Donc ça nous a fait avancer plus vite que ce qui était prévu dans le plan. Donc là, pareil, en fait, même ça, il faut l'anticiper, même ça, il faut le prévoir. On avance plus vite que prévu, comment on fait? On stabilise les choses, on pérennise, on crée une stabilité, on crée des fondations pour pas s'écrouler, parce que dans des boîtes, il y a deux problématiques, c'est d'aller trop vite. Tu peux t'écrouler en allant trop vite, en Ah, faisant c'est trop clair, de chiffre bien sûr. d'affaires, Ouais. et tu peux t'écrouler. L'hypercroissance, c'est un problème dans certaines boîtes. Hein. Tout à fait. Donc même ça, tu vois, il faut régler ce problème. Donc on s'est servi du plan sur ces deux sujets. Ah mais c'est génial, franchement c'est impressionnant. Je savais même pas, je sais pas s'il y a d'autres entreprises il y a peut-être des très très grosses entreprises, tu parlais de McDonald's Airbus. ou Airbus qui a peut-être fait ces plans-là, mais c'est à des niveaux où ils ont je sais pas combien de collaborateurs, etc. Mais de boîtes entre guillemets plus petites avec un peu moins de collaborateurs, est-ce qu'il y a d'autres boîtes que tu connais qui ont fait ça? Non, autant loin, il y en a très peu. Moi, je sais que j'ai un comité stratégique où j'ai des personnes influentes dans mon secteur. J'ai de véritables experts de notre domaine qui sont à la retraite maintenant, qui sont venus dans notre groupe, qui gèrent les plus grands groupes européens. C'est-à-dire que moi, dans mon comité, j'ai 2 personnes. C'est les 2 personnes qui étaient PDG
actionnaire majoritaire des 2 plus grands groupes européens dans le monde du paysage. Bref, c'est plus d'1 C'est clair. milliard d'euros de chiffre Mmh. d'affaires, ces groupes, donc pour te dire à quel point. Et ces mecs-là, je leur ai montré la stratégie, la vision, la mission, enfin tout ça, ils étaient sur le cul, quoi. En fait, ils ont jamais vu quelque chose d'autant détaillé. Mmh. Et d'ailleurs, pour apporter un conseil et répondre à ta première question, quelles sont les problématiques qu'on vit au départ? La plus grande problématique, pour moi, c'est la plus importante et malheureusement 99% des gens ne s'y intéressent pas plus que ça, c'est en fait sa propre personne en tant que fondateur. C'est-à-dire que, tu vois, cette stratégie-là, la plupart des gens vont faire un business plan, vont faire une stratégie, vont imaginer quoi faire dans 3 ans sur leur boîte. Mais ils le font pas pour eux. Et moi, je pense que le gros problème, c'est ça. C'est avant de faire une stratégie pour ta société, avant de faire ci, avant de faire ça, déjà fais-le pour toi. Essaye de comprendre où est-ce que t'es bon, où est-ce que t'es moins bon. Essaye de comprendre qui tu es, d'avoir conscience de ce que tu es, de ce que tu aimes faire, de là où t'es bon, là où t'es mauvais, là où... Enfin, Tu l'as fait toi? d'abord ça... Mais moi, je l'ai fait toute ma vie, en fait. D'ailleurs, moi, je l'ai fait, mais je l'ai mal vécu, parce que moi, depuis mes 11 ans, je te dis, je me lève le matin, j'avais une boule au ventre, quoi. C'était... En fait, chaque élément de ma vie, je me disais, c'est ma faute. Donc, je me remettais en question. Il y avait un gars qui me parlait mal, je me battais avec un gars au collège, il y avait ci qui se... En fait, le soir, je me posais, je faisais que réfléchir. Tu vois, j'avais ce truc où j'étais trop conscient de tout, en fait. J'étais trop pragmatique, mais depuis tout jeune. Donc, en Mmh. fait, moi, j'ai passé ma vie, j'ai passé ma jeunesse à réfléchir sur ce que je suis, à réfléchir sur ce que... Là où je suis bon, là où je suis mauvais, là où je dois changer. J'ai fait que ça, sur mes peurs. Et j'ai passé toute ma jeunesse à affronter mes peurs. Donc, en fait, ça te permet de savoir qui tu es. Et la solitude aussi. J'ai été énormément seul. Et ça te permet de t'analyser, de faire un travail d'introspection et de comprendre qui tu es. Donc moi, je l'ai fait ce travail. Et après, bien sûr, il faut le faire de manière un peu plus précise, comme dans un business, tu l'écris, tout ça. Moi, pendant le moment où je me suis enfermé chez moi, comme je te le disais tout à l'heure, je passais 2 mois peut-être à, le soir, écrire tous mes points faibles, tout ce qui se passait mal dans ma journée. Je tirais un trait au milieu de la feuille et à côté, j'écrivais comment je peux résoudre ça. D'ailleurs, je suis un bouffon, comment je fais pour résoudre ça? Eh bien, sois plus humble, truc, ou je suis pas assez confiant, comment être plus confiant? Enfin, tac, tu vois. Et là, tu apprends à te connaître et tu connais tes forces, tes faiblesses. Et pour moi, nous sommes notre propre entreprise. Donc, C'est le clair. premier point, c'est ça. Donc, déjà, si la personne, elle sait qui elle est vraiment, elle agira de la bonne manière parce que elle aura une ligne directive pour sa boîte aussi. Génial. Comment tu gères ta vie pro et ta vie perso actuellement? Je sais que c'est beaucoup sur la vie pro, mais c'est important d'avoir un équilibre. Alors, un équilibre, c'est pas forcément à 50-50, hein, on est bien d'accord, mais comment tu gères cette partie-là? Bah, justement, moi, en fait, j'ai pas trop de vie perso en réalité, hein. Tu sais, moi, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je travaille tous les jours. Et même avant, enfin, en fait, même avant, hein, c'est-à-dire que je travaillais tous les jours. C'était juste que c'était un autre travail. Mais vraiment dans mon entreprise, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas pris un jour de repos, que je suis pas parti en vacances, que je me suis pas reposé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait le test. Un jour où je me suis reposé une journée, je fais un burn-out, quoi, presque. C'est-à-dire que c'est pas fait pour moi du tout. Moi, je pense vraiment que je suis un peu bizarre, un peu fou, tu vois, je suis différent. Tu es Et c'est pour... obsédé par ton business. Ouais, moi, je suis obsédé par mon business et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs, hein. Mmh. Je suis obsédé par mon évolution, je suis obsédé de réussir, d'accomplir des choses, d'avoir un impact, de laisser une trace. Je suis obsédé par ça et du coup d'impacter les gens qui sont autour de moi. Donc en fait, j'ai pas beaucoup de vie perso, très peu, tu vois, j'ai pas de copine, d'ailleurs j'en veux pas parce que je pense que c'est une perte de temps, tu vois, pour l'instant. Donc bien sûr, des fois, je me repose quand même, tu vois, il y a des... Mais j'essaye un minimum de perdre du temps et je me focus sur ma vie pro parce que pour moi, tout est lié. Ma vie pro, c'est mon perso. Si j'ai réussi dans mon pro, moi, pour moi, je réussis dans mon perso, je suis heureux, c'est ce qui m'épanouit, c'est là où je trouve du sens, tu vois, de l'accomplissement. Donc, j'ai pas de difficulté à gérer ça, moi. OK, et En t'as fait, pas l'impression que c'est un peu une course, effrénée à toujours plus? D'être obsédé par son business, d'être obsédé par ses résultats, de toujours vouloir, réussir et cetera? mais c'est une course. Mais c'est pour ça que les personnes doivent apprendre à se connaître. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que moi, ça me dérangerait pas de mourir jeune, de pas durer longtemps, tant que je fais vraiment tout mon possible pour accomplir des choses et pour impacter les gens qui sont autour de moi. C'est mon combat, quoi. C'est ma vie. Dire que moi, j'ai compris que je serais pas heureux en ayant une famille parce que j'ai observé des familles autour de moi se détruire. J'ai toujours observé. Et malheureusement, ben, c'est comme ça. Moi, j'y arriverai pas. Alors, peut-être que je suis jeune, peut-être que je changerai d'avis plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, ça me plaît. J'ai jamais été aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est juste apprenez à vous connaître. Moi, je suis heureux comme ça. Il y en a d'autres qui pourraient pas, en fait, Ouais, subir bien autant de sûr. pression. Mmh. Ils se sentiraient pas bien. Ils ont besoin d'avoir leur famille, d'avoir le truc. Mais tant mieux d'ailleurs, c'est une bonne chose. Mais apprends à te connaître et tu es la personne qui sait où tu dois aller. Donc, moi, je sais que ce rythme,
Et cette course effrénée, comme tu le dis, parce que c'est vraiment ça pour le coup, bah, c'est ce qui me plaît. Ok, génial. C'est quoi l'avenir de Coming Gaia, l'avenir du groupe Coupas? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 3, 4, 5 ans? Dans 3, 4, 5 ans, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'être les leaders du monde du paysage, d'en devenir les représentants. Nous, on veut moderniser, revaloriser ce métier. On veut en devenir les représentants, les leaders, pour rendre ce métier à la mode. Un peu comme l'ont fait, tu vois, Stéphane Plaza, euh, Etchebest, Philippe Etchebest, en mieux encore. Parce qu'on a leur exemple, on sait comment ils ont fait, on veut faire encore mieux. Et c'est pour ça que dans ma page Insta, j'ai mis qui veut être mon associé n'était rien. Bon, j'étais un peu clivant, c'était pas rien, je peux pas dire ça, moi c'était exceptionnel, j'avais jamais vécu ça encore. Mais c'est rien par rapport à tout ce qui va arriver dans les mois qui arrivent et dans les années qui viennent, parce qu'on va normalement avoir une émission où on sera l'entreprise phare. Et là, c'est chaque semaine à la télé, une émission avant-après, un peu comme ça se fait en Amérique ou en France pour l'immobilier, tout ça, où on va faire en fait des jardins extrêmes, des travaux extrêmes à la télé. Donc là, on peut pas Ah ouais, en c'est dire plus pour le génial quand moment, même. c'est en discussion, mais il y a vraiment de grandes choses qui arrivent. Donc, vous pouvez nous souhaiter de réussir. Génial. Et toi, dans ta vie perso, qu'est-ce que tu te souhaites? C'est quoi ton leitmotiv personnel pour arriver à réussir? C'est quoi le moment où tu te diras, là, je suis quand même arrivé? Mais encore une fois, tu vois, c'est lié avec le pro. Alors, je pense déjà que je ne serai jamais arrivé, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a jamais de limite et je veux surtout pas m'en fixer une de limite. Je veux Ok. faire le maximum et je pense qu'il n'y a aucune limite. Je pense que je peux vraiment faire de grandes choses et je me le suis prouvé à moi-même avec de là où je suis parti et où j'en suis aujourd'hui, je sais que tout est possible. Et c'est ce que je veux montrer. Et donc là où moi je serai vraiment content, c'est si j'arrive à vraiment montrer à tous ceux qui nous observent que tout est possible. Et qu'en fait, on peut réussir à faire ce qu'on veut si on le décide et si on met les choses en place pour y arriver, qu'on est prêt à faire les sacrifices, à prendre les risques, pour y arriver, à faire les efforts dont on a besoin pour y arriver. Moi, c'est ça que je veux avoir. C'est juste avoir un impact sur les humains qui sont autour de moi. Moi, ce qui me plaît vraiment, en fait, tout simplement, tu vois, c'est un peu. Moi, je donne souvent l'exemple des 300, les Spartiates. Tu connais ce film? Non, je connais pas. Ok, il faut que tu regardes. Ah ouais. Les 300, ça date de je ne sais pas quelle année avant Jésus-Christ d'ailleurs, mais en gros, les 300, c'est un film sur les Spartiates, donc des guerriers, où le roi Léonidas décide d'aller affronter les Perses, donc plus de millions de personnes, je crois, c'est à 300 personnes. Et en fait, ces 300 personnes-là abandonnent leur famille, abandonnent leur village pour aller faire ce que personne n'ose faire, accomplir ce que personne n'aurait jamais osé même imaginer. Et tu vois, le dernier mot de Léonidas à la fin du film, c'est rappelez-vous de nous, rappelez-vous de ce que l'on a fait et prenez ça comme exemple en fait, pour montrer que tout est possible. Moi, mon entreprise, je veux que ce soit ça. C'est à l'image de ce film. Je veux que, avec mon équipe, avec toutes les personnes qui me rejoignent, on soit capable de faire ce que personne n'a encore jamais réussi à faire dans le domaine du paysage, dans un premier temps, et puis par la suite, peut-être encore plus loin dans d'autres domaines. Mais ça me plaît vraiment, et ça me plaît personnellement, pas que professionnellement parlant. Génial. Ok, super. J'ai deux dernières questions pour clôturer le podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui? Tu as donné plein de conseils durant le podcast, mais un conseil qui t'a vraiment impacté, toi, dans tes débuts dans l'entrepreneuriat. Le conseil qui m'a vraiment impacté, d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui me l'a donné, c'est moi qui l'ai vécu pour le coup, c'est du vécu là. Mais je pense que c'est apprendre à te connaître, hein. Je l'ai déjà dit, mais Hmm. je pense que c'est le plus important pour moi. C'est vraiment le plus important. C'est bien Et parce qu'on l'a pas souvent, tu vois, sur le podcast, donc ouais, c'est bien l'image de ton parcours. ouais, pour moi, c'est trop important. Sois conscient de ce que tu es, de ce que tu veux faire dans ta vie. Et puis, le conseil, c'est, putain, même si le courage, je sais pas si c'est inné ou pas, mais essaye d'alimenter ton courage, de faire en sorte d'être tous les jours plus courageux que tu l'étais hier. Parce que pour moi, le courage, c'est la base de tout. Si tu es courageux, tu peux ne pas avoir de compétences, ne pas avoir de connaissances, ne pas connaître ton domaine. Juste le courage fera en sorte que tu vas fédérer. Parce que les personnes suivent les gens courageux, qui sont capables d'affronter leur peur. Donc moi, je leur conseillerais du coup, pour rassembler les deux, pour lier tout ça, c'est de travailler leur courage en affrontant leur peur. Et de ce fait, ils apprendront à se connaître. Génial, parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi sur un sujet, peu importe lequel, que ce soit l'émission, que ce soit ton entreprise, etc. Sur nos réseaux sociaux, Fabio Coupas sur Instagram, sur LinkedIn ou Coming Gaia sur Insta, LinkedIn, TikTok, on est un peu partout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Génial. Merci Fabio. Merci à toi Maxime, avec plaisir.
J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.